Bonjour, Monsieur Ternoir. Il y a 90 ans, après la guerre qui a coûté le plus de vies humaines de l'histoire, le fondateur de Pan-Europe, Koudenio Kalergi, a présenté une nouvelle idée au peuple de l'Europe. Alors, en tant que président de l'UEP, après avoir succédé à Koudenio Kalergi et Otto von Habsburg, est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur cet événement-là? Nos amis pan-européens autrichiens organisent ici, à Vienne, une manifestation exceptionnelle. Exceptionnelle compte tenu des événements que nous y célébrons, exceptionnelle par la qualité des personnalités qui participent. Les événements, eh bien, c'est le 90e anniversaire du lancement de l'idée pan-européenne par Koudenio Kalergi, une idée prémonitoire, une idée révolutionnaire, une idée fantastique par un homme d'exception, un homme d'histoire, qui aura rendu les plus grands services à l'Europe parce que c'est lui le vrai père fondateur de l'Union européenne que nous connaissons maintenant. Événement aussi à travers le 100e anniversaire de la naissance de Otto de Habsbourg, qui, comme successeur de Koudenio Kalergi et comme contributeur au premier rang de l'élargissement à l'Union européenne de l'Europe centrale et orientale, a rendu avec courage, intelligence, efficacité, y compris dans sa mission au Parlement européen, les plus grands services qu'il pouvait rendre à l'Europe tout entière. Et nous lui en sommes extrêmement reconnaissants. Otto de Habsbourg fut un homme de grand courage, d'une grande intelligence, d'une grande persévérance, digne de sa famille et digne de l'histoire de sa famille. Et les personnalités qui sont venues ici, à commencer par le premier président du Conseil européen, M. Van Rompuy, montrent de façon éclatante, officielle, l'importance que l'Union européenne attache au rôle de l'Union pan-européenne. Et donc je suis très reconnaissant au président du Conseil européen de nous avoir fait l'honneur de venir ici, mais cela montre que l'Union pan-européenne est appréciée comme il convient, et puis c'est aussi un encouragement pour que nous puissions continuer à nous acharner à défendre notre idée européenne, qui est, comme chacun sait, et comme son nom l'indique, l'idée pan-européenne, c'est-à-dire l'idée de toute l'Europe. Quels sont les buts pour le 100e anniversaire? 2 buts nous appartiennent aujourd'hui à fixer à l'Union pan-européenne. Le premier, naturellement, c'est de poursuivre dans le sillon tracé par les 2 premiers présidents de Pan-Europe, dans des circonstances exceptionnellement difficiles, après les désastres à 2 reprises subis par les Européens. Ils ont su construire l'espoir à travers la paix, la démocratie et le progrès d'une union enfin établie pour les Européens. Cette union, heureusement, grâce à l'œuvre en particulier d'Otto de Habsbourg, a pu s'élargir aux pays de l'Europe centrale et orientale qui avaient malheureusement été abandonnés à Yalta, à la colonisation et à l'Empire soviétique. Maintenant, ayant atteint les premières étapes, il nous faut les garantir, c'est-à-dire protéger la paix, protéger la démocratie et en même temps retrouver une forme de prospérité mise en cause, mise en doute par la crise que nous subissons, que nous traversons, tous pays européens confondus. Et puis nous devons surtout redonner l'espoir en Europe à tous les Européens, car la crise a des effets extrêmement négatifs sur la psychologie européenne. Trop d'Européens
mettent en cause la construction européenne comme responsable de la crise. Ça n'est pas le cas. Le responsable de la crise, c'est d'une part un excès de libéralisme et d'autre part une compétition mondiale acharnée. L'idée principale de Coudenhove-Kalergi était de surmonter le nationalisme, le panslavisme et le pangermanisme en donnant comme exemple le libéralisme anglo-saxon. Que pensez-vous de ceux qui disent que la cause de la crise économique d'aujourd'hui est le libéralisme qui est éloigné des racines chrétiennes? Effectivement, Coudenhove-Kalergi avait bien senti que les nationalismes qui s'étaient développés au XIXe siècle et qui se sont exacerbés après la Première Guerre mondiale ont eu des effets désastreux sur l'Europe en exacerbant leur rivalité, en leur donnant aux peuples européens de mauvais prétextes à faire la guerre entre eux. Ces phénomènes de nationalisme se sont traduits de façon exagérée et même honteuse à travers des phénomènes de racisme, de xénophobie et d'antisémitisme qui ont abouti aux horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Donc Coudenhove-Kalergi avait parfaitement raison de les mettre en priorité comme éléments fondamentaux à combattre si l'on voulait réunir les Européens. Est-ce que la solution du libéralisme de type anglo-saxon pouvait être, dans un premier temps, la formule utile pour permettre à l'Europe de retrouver une santé économique? Je pense que ça a pu y contribuer. Mais pour moi, ce stade aujourd'hui est largement dépassé et c'est l'idée de solidarité qui doit nous dominer. Nous avons atteint un niveau global qui peut encore s'améliorer de développement économique et de répartition plus ou moins équitable des richesses. Mais nous devons le faire évoluer dans un esprit de solidarité, amener à la fois dans chaque État le sentiment que la première des choses qui compte, c'est que le développement économique doit être au service de l'homme, de la personne humaine, avant d'être au service d'intérêts financiers privilégiés, que nous devons favoriser sinon l'égalité totale qui est en soi un vœu sympathique mais impossible, en tout cas l'équilibre de la répartition des richesses. Et puis surtout permettre aux Européens entre eux de faire preuve de solidarité lorsque les difficultés interviennent. Et si ce sentiment de solidarité s'empare des Européens, alors à ce moment-là, je pense qu'ils pourront retrouver une sérénité et un équilibre dans les difficultés économiques qu'ils auront su franchir. À votre avis, est-ce que l'UP est capable de guérir des injustices de l'histoire et, d'après la solution au Sud-Tyrol, donner une alternative pour répondre aux questions d'autonomie en Europe? Est-ce que l'autonomie de régions, de provinces doit être dans le monde aujourd'hui et pour les Européens une préoccupation prioritaire? Je ne le crois pas. L'Europe maintenant connaît à la fois ce que devront être arrêtées ses frontières extérieures. Il reste en particulier et de façon urgente à réaliser l'ensemble européen, notamment au cœur de l'Europe du Sud-Est. Nous devons faire en sorte que tous les pays de l'Europe du Sud-Est rejoignent l'Union européenne. C'est urgent. Nous ne devons plus les faire attendre. Et en même temps, je crois qu'il ne faut pas remettre en cause les frontières intérieures de l'Europe telles qu'elles ont été reconnues par la communauté internationale désormais. Pour vous donner quelques exemples, l'éclatement de l'ex-Yougoslavie
dans plusieurs États doit être reconnu comme tel, puisque c'est un fruit de l'histoire, c'est un fruit des rivalités qui sont intervenues dans cette région de façon encore malheureusement récente et tragique. Il ne faut plus y toucher. Bon. Pas plus qu'il est souhaitable de toucher à d'autres unités qui se sont construites dans les décennies précédentes ou dans les siècles précédents. Je pense en particulier à l'Espagne, je pense en particulier à la Belgique, je pense même à la Grande-Bretagne. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y aurait à de nouveau découper l'Europe en morceaux. En revanche, je vois la nécessité, comme je vous l'indiquais précédemment, à construire entre l'ensemble européen une très forte solidarité pour faire face au reste du monde qui lui-même profite des difficultés actuelles de l'Europe et en tire avantage. Donc nous devrons défendre nos intérêts, protéger nos intérêts et participer dans un esprit de coopération partagée au développement économique international. Mais attention, nous avons nos intérêts à défendre, il ne faut jamais l'oublier. Quels sont les utiles de l'Union pan-européenne pour accomplir ce but? L'Union pan-européenne, c'est essentiellement un projet politique qui doit influencer les dirigeants et qui doit s'appuyer sur une aspiration populaire aussi large que possible. Donc dans tous les cercles où une opinion est à forger, l'Union pan-européenne doit intervenir, doit se mobiliser, doit expliquer et doit susciter l'intérêt, doit susciter l'adhésion. Je vois en particulier deux objectifs prioritaires. L'Europe doit être l'affaire des jeunes. Il ne suffit pas de bénéficier des facilités d'Erasmus, n'est-ce pas, d'apprendre la culture des autres, de voyager à travers l'Europe sans frontières. Il faut se saisir de l'esprit européen, de se sentir appartenir à l'Europe et de se décider à servir l'Europe comme une cause prioritaire. Si la jeunesse européenne actuelle reste dans des comportements individualistes, par moments même égoïstes, alors le déclin européen va s'accentuer. Et l'Europe ne pourra pas se constituer en force, en puissance, comme elle le devrait. L'Europe, c'est l'affaire des jeunes. L'Europe se fera si les jeunes s'en saisissent, s'ils considèrent que pour eux, c'est l'aventure la plus exaltante, l'aventure politique la plus indispensable. Ça, c'est le premier point. Deuxième point aussi, il faut considérer que les citoyens européens aujourd'hui, dans leur dispersion nationale, doivent adhérer au projet européen comme si c'était le leur. Il faut qu'ils se considèrent acteurs de l'Europe et non pas spectateurs de l'Europe. Ne pas passer leur temps, même si d'innombrables erreurs ont été commises, le sont encore par ce qu'on appelle Bruxelles, les erreurs technocratiques, bureaucratiques, des lourdeurs, des pesanteurs, des fautes, des décisions qui n'auraient jamais dû être prises au niveau européen. Néanmoins, l'Europe, c'est l'affaire des Européens, c'est pas l'affaire des technocrates de Bruxelles. Donc les Européens, les citoyens européens doivent se considérer comme des patriotes européens et défendre l'Europe comme étant leur affaire. Tant que nous n'en arriverons pas à cette situation-là, alors nous courrons le risque que nous constatons en ce moment d'un retour vers le nationalisme, d'un retour vers la xénophobie, d'un retour vers la peur, les repliements nationalistes qui aboutissent toujours à des rivalités, sinon même à des guerres. Donc le rôle de l'Union pan-européenne est bien d'expliquer que l'Europe, c'est notre affaire, que l'Europe est fragile, que l'Europe est indispensable, mais que l'Europe, c'est la chance de l'humanité, parce que traditionnellement, les Européens ont su impulser au monde un exemple qu'il a souvent suivi à son avantage. L'Europe, c'est une chance pour toute l'humanité.